Et on a la chance d'accueillir notre vice-président Hubert Joannet qui va nous parler d'évolution du système de santé, la place des médecins. Et pendant qu'il s'installe, je rappelle son ouvrage sur l'histoire de la cœlioscopie. Je vous encourage vraiment à le lire, c'est formidable. Alors effectivement, bon, notre système de santé va inévitablement évoluer, qu'on le veuille ou non, plutôt on pense dans le bon sens, et puis il y aura toujours les médecins. Alors la question, c'est finalement, quelle est la place de ces médecins? Parce qu'en fait, les médecins, nous nous plaignons beaucoup, tout le temps, on a trop de papiers à remplir, etc., etc. Mais finalement, on fait un métier qui nous intéresse, qui nous passionne. Est-ce qu'on est si malheureux, en tout cas en France? J'en suis pas si sûr. Mais pour autant, il faut qu'on s'occupe de nos affaires, si j'ose dire. Alors finalement, le boulot des médecins, c'est quoi dans un système de santé? C'est garantir l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'un patient, ou même peut-être quelqu'un qui est en bonne santé, il rentre dans le système de santé en voyant un médecin. Alors, ce sera un dentiste, ça sera un médecin généraliste, ça sera un spécialiste, etc. Mais il verra un médecin d'une façon ou d'une autre. Et donc, nous sommes un peu garants de cet accès aux soins, quels que soient les patients, puisqu'on est dans un système où tout le monde peut venir consulter. Et donc, il faut garantir cet accès aux soins. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas très compliqué, même si on ne le fait pas pour l'instant. La deuxième chose, c'est de garantir un accès aux soins de qualité, parce que c'est pas le tout d'être opéré. Il faut être bien opéré, il faut être opéré si besoin. Et si on n'est pas bien opéré, tout ça, ça va générer des coûts supplémentaires. Et donc, on est également responsable de la qualité des soins. Et puis, la troisième chose, bah, c'est qu'il faut évaluer ce qu'on fait. Ouais, il faut évaluer nos pratiques, parce que si nous n'évaluons pas nos pratiques, on les évaluera pour nous. Et on ne peut pas évaluer les pratiques des médecins si on n'a pas l'avis des médecins pour donner les critères qualité. Alors, l'accès aux soins, bah, c'est toute la question de la territorialité que tu as évoquée. Alors, il y a une part qui est administrative, à laquelle on ne comprend absolument rien. Moi, je n'ai toujours pas compris ce que c'était qu'un GHT et un CPTS. À la fin de ma carrière, moi, j'étais installé dans le 8e arrondissement. Il y avait un CPTS du 8e arrondissement qui m'envoyait des réunions pour des webinaires ou des cocktails. Ça avait l'air sympa, mais il parlait toujours de sujets qui ne m'intéressaient pas, parce que c'est probablement des CPTS complètement transversaux. Et puis, il y a la territorialité médicale. En réalité, dans les territoires, et quand je dis dans les territoires, c'est même dans les régions, tout le monde sait très bien qui fait quoi, où il faut aller se faire opérer, ou quand on a un cancer du côlon, il faut aller à tel ou dans tel endroit, que ce soit en public, en CHU ou en, ou en CHG, et où il ne faut pas aller. Et ça, nous le savons pertinemment. Sauf que nous n'avons pas conduit cette réflexion à l'échelon territorial. Et ça doit être une réflexion qui doit être conduite euh, par pathologie. C'est-à-dire, bah, les diabétologues, ils connaissent les médecins généralistes, ils savent très bien quels sont les enjeux, qui est spécialisé dans tel domaine de pathologie diabétique, etc. Et en fait, les professions médicales, c'est cela qu'elles doivent mettre en place en disant qui fait quoi. Et nous le savons, et donc nous devons, nous, c'est notre responsabilité de dire, quand on a un cancer du sein en Alsace, eh ben, il y a des endroits où il ne faut pas aller, et donc on y est, les gens n'iront pas, on fait pour qu'ils n'y aillent pas, et il y a des endroits où il faut qu'ils aillent, et de manière à ce que les gens soient bien aiguillés. Parce que nous savons tous qu'une mauvaise première consultation ou un mauvais choix thérapeutique entraîne des conséquences et que les patients reviendront dans le système de santé pour des mauvaises raisons. Pas pour des bonnes raisons, mais qui ont été ratées la première fois. Alors voici, par exemple, à titre d'exemple, les... là, on parle de 8 départements. Et bien, dans ces 8 départements, il y a 8 préfectures. Et dans chaque hôpital de ces préfectures, on opère moins d'un cancer du côlon par mois. Je parle de chirurgie viscérale parce que c'est un domaine que je connais. Et donc, la question, c'est ces patients qui sont dans ce département,
comment peuvent-ils être vus en consultation et orientés d'emblée vers un des centres régionaux où ils seront correctement pris en charge. Voilà. Après, la question d'après, c'est que deviennent ces médecins qui sont des médecins qui, peut-être au début, étaient compétents, mais perdent leurs compétences, parfois sont les supplétifs aléatoires, et c'est également notre responsabilité à nous de dire ces gens-là, on ne va pas les laisser dans leur coin, ou au contraire, ils vont avoir une activité qui va être une activité de chirurgie ambulatoire et tout ça, et puis le jour où ils ont un cancer du côlon à opérer, ou un cancer du poumon à opérer, soit ils viennent l'opérer dans un centre adapté, soit ils transfèrent le malade. Mais surtout, il ne faut pas qu'ils l'opèrent sur place. Et ça, c'est notre responsabilité de chirurgien viscéral, de chirurgien thoracique, de chirurgien plastique, de dire c'est comme ça que ça doit être organisé. Alors, deux exemples. On a eu un espèce de télescopage récemment où les anesthésistes ont décidé de réévaluer les critères de qualité pour l'anesthésie pédiatrique. Donc en fait, ils avaient fait des recommandations. Les anesthésistes, ils aiment bien les recommandations et en plus, ça tombe bien parce qu'ils les font en général très bien. C'est une spécialité homogène et donc ça rend bien service. Et donc, ils avaient fait des recommandations sur l'anesthésie pédiatrique en 2000. Et au bout de 20 ans, ils se sont dit, bon, le monde a changé, donc on va revoir ces recommandations. Parfait, ça partait, bonne idée. Et donc, ils ont émis des recommandations en 2023. Et patatras, en 2022 sort au journal officiel les autorisations de chirurgie pédiatrique. Alors, les chirurgiens pédiatres, ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont 350. Donc, les autorisations de chirurgie pédiatrique, alors ça ne concerne pas toutes les spécialités chirurgicales, mais quand même beaucoup. Donc, il faut gérer ça au cordeau. Et donc là, il y a eu un espèce de télescopage où finalement, à la fois les anesthésistes en région et les chirurgiens pédiatres en région n'avaient pas anticipé cette situation. Et donc, il y a des discussions pour créer des dispositifs spécifiques régionaux. Et si vous voyez qu'en plus, il y a des établissements qui se sont désengagés de la chirurgie pédiatrique parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste, ça met en tension le système d'accès aux soins dans ce domaine. Et donc, c'est un exemple où il est très important que les médecins prennent leurs responsabilités dans les spécialités. Il y a du grain à moudre partout. Simplement, il faut, comme dit l'autre, s'organiser. Deuxième exemple, le même texte d'ailleurs, enfin, a donné les autorisations pour la chirurgie digestive lourde. Alors, dans le jargon administratif, on appelle ça les autorisations chirurgie carcinologique digestive B1. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que dans les établissements, il faut faire au moins 5 cancers du rectum par an, cancer du foie, cancer du pancréas, et puis le cancer du rectum, je vous l'ai dit, et puis la jonction œsophagienne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La DGES dit, bon, ben nous, on va contacter les ARS pour qu'ils organisent ça en région. Mais le Conseil national professionnel, les chirurgiens viscéraux ne sont absolument pas au courant. Et donc, tout d'un coup, ils reçoivent certains d'entre eux. On ne sait pas du tout comment ils ont été choisis. Bon, heureusement, il y en avait certains qui étaient compétents. On dit, bon, ben alors vous allez nous faire la cartographie. Mais là encore, si on avait pu s'organiser, on savait très bien qui faisait quoi. On sait très bien qui fait de la chirurgie thoracique en Île-de-France et qui la fait bien et là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Bon, simplement, on a besoin, nous, médecins, d'être proactifs en disant nous estimons que la bonne prise en charge pour tel patient, c'est cette façon-là de le prendre en charge. Parce que si nous ne le faisons pas, l'administration le fera pour nous et le fera mal. D'ailleurs, les Français sont très, très friands de savoir où il faut aller. Le point, les hôpitaux cliniques, c'est le meilleur tirage de l'année pour eux. On tourne autour, on est à 700 000 exemplaires quand même chaque fois. Hein. Et il y a également les classements des hôpitaux dans le monde qui chaque fois se glorifient, quand ils sont dans la liste, ils se glorifient, ils en profitent pour se faire de la pub. Alors ça a un côté intéressant, mais c'est en tout cas, ça intéresse les gens. Et puis il y a
une documentation et une information qui, elle, est officielle, elle émane de la CNAM, elle a été évaluée par les pairs, et c'est d'ailleurs Gilles Bontemps qui s'en est occupé et qui continue à s'en occuper, où là, on sait dans les territoires qui fait quoi pour telle ou telle pathologie, quelles sont les parts de marché des établissements, etc., etc. Et c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et les médecins doivent être absolument partenaires de ce genre de choses. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut faire de l'accès aux soins de qualité. Alors là, je reprends une communication qu'avait fait Grégory Katz lors de Chirurgie 4.0. Vous voyez la variabilité, là on n'est pas en France, hein. Vous voyez la variabilité des résultats pour une pathologie, hein. Alors, si je prends la première ligne, vous voyez la survie à 1 an pour les cancers du poumon en Angleterre, elle varie de 1 sur 2 en fonction des centres. Et puis, je vais jusqu'à la cataracte. Pourtant, on est dans un système suédois. On pense que c'est un système organisé. Quand on regarde quand on fait le benchmark des différents centres, eh bien, il y a de grandes variations. Là encore, c'est notre responsabilité entre pairs de dire, bon, comment ajuster tout ça? Nous avons fait un rapport à l'Académie de chirurgie avec Jean-Claude Coffinol sur la chirurgie robotique des tissus mous. Vous avez ici la proportion dans chaque région française des interventions, là on parle de chirurgie colorectale mini-invasive, la proportion des opérations en bleu qui sont faites par robot dans chaque région, en jaune par célioscopie, et en blanc, ce qui ne s'affiche pas, ce sont les interventions qui sont faites par laparotomie. On parle de chiffres 2022, c'est-à-dire nous sommes 30 ans après le début de la célioscopie. Eh bien, vous voyez qu'en Franche-Comté, ou en Corse, ou en Lorraine, eh bien, on a des taux de colectomie par laparotomie, 30 ans après l'avènement des moavies invasives, qui sont à peu près autour de 40%. Et on peut s'interroger pourquoi toutes les tumeurs françaises du côlon, qui sont volumineuses, se concentrent dans ces régions et ne vont pas dans d'autres. Vous voyez? On peut justement se poser un certain nombre de questions. Alors, je ne dis pas pour autant que la laparotomie est une mauvaise voie d'abord, mais sur le plan du système de santé global, ça interpelle, parce que tout ça influe directement sur les durées moyennes de séjour. Alors, il y a un exemple vertueux, c'est la labellisation par les pairs. Quand est arrivée la chirurgie bariatrique, les chiffres ont rapidement augmenté et on s'est très vite rendu compte que ça allait beaucoup inquiéter le ministère de la Santé parce que les dépenses croissaient, etc. Alors, il y avait des critères parfaitement clairs, hein. Et donc, on avait vu déjà les autorisations pour cancer, autorisations pour cancer se mettre en place et on s'est dit, on va y passer, pourquoi pas d'ailleurs, mais surtout, on va prendre les devants. Et donc, en 2013, nous avons estimé, nous avons défini les critères nécessaires pour prendre en charge un malade pour une obésité morbide. Plateau technique, bilan préopératoire, groupe de patients, etc., etc., réunion et tout et tout. Et nous avons appliqué ces critères aux différents établissements qui demandaient cette labellisation. Alors, j'ai participé pour ma part au jugement des différents établissements. Il y avait un double contrôle, y compris et surtout pour les établissements qui n'étaient pas en région, qui étaient dans d'autres régions. Un tiers des établissements ont été validés, un tiers était probatoire, c'est-à-dire vous n'êtes pas loin du compte, mais vous représentez, et un tiers a été rejeté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 2018, on a été convoqué au ministère de la Santé et on nous a dit, bon, on va mettre des autorisations en chirurgie bariatrique. On leur a dit, ne bougez pas, tiens, prenez ça. Ils ont été absolument ravis. Nous, on avait fixé le seuil à 100 par an, 100 interventions par an. Ils ont dit non, on va le mettre à 50. Et finalement, bon, après le seuil lui-même, mais l'important, c'était que la patient soit bien pris en charge. Et donc, le résultat des courses, on parle toujours d'ailleurs du même décret des autorisations en chirurgie, eh bien, vous voyez que le nombre de centres est passé de 485 à 261, intéressant tous les secteurs, tous les types d'établissements, que ce soit le public, le privé, les CHU ou les CHG.
Et finalement, on est dans une situation qui est rationnelle et on peut penser que les Français ont toutes les raisons d'être pris correctement en charge pour cette pathologie. Et c'est ça qui compte finalement pour nous, les médecins. Je te donne d'autres exemples. Voici le taux de complications pour intervention après cancer du rectal aux Pays-Bas. 2009, vous voyez, les points sont assez étals. On passe en 2010, on voit déjà que ça revient vers le haut. 2011, c'est encore plus haut. Et finalement, en 2012, tous les centres finissent par obtenir un résultat cohérent avec le fait que certains centres ont arrêté cette activité. Parce qu'ils ont estimé que, ben non, finalement, soit ils n'y arrivaient pas, soit ce n'était pas rationnel. Autre exemple, le score de traitement des maladies coronaires. On est en Suède, encore un exemple nous a été donné par Grégory Katz. Eh bien, vous voyez que quand on rend le score public, tout d'un coup, les scores s'améliorent beaucoup. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, de manière à faire des économies de santé en améliorant la qualité des soins. Enfin, dernier exemple, alors là, on est en France. On parle de 3000 interventions de cataracte avec 80, avec 31 chirurgiens, et ben vous voyez que le fait d'analyser les pratiques, et en particulier le taux de satisfaction des patients, a conduit à changer les pratiques, voire changer ses relations avec le patient, changer ses indications chirurgicales ou changer de type d'implant. Et c'est dans ce sens que nous devons aller. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est assez facile. Encore faut-il s'organiser. Et c'est dans les spécialités, dans les pathologies que ça doit se passer. Il faut enfin évaluer ces pratiques. Parce que, et donc évaluer ces pratiques, c'est générer des datas. Maintenant, tout passe par les datas. Il faut donc des datas de qualité, qui soient des datas avec en particulier, ça veut dire des comptes rendus opératoires qui soient systématisés et non pas j'ai enlevé une énorme tumeur du poumon droit qui touchait l'artère pulmonaire. On s'en fout. Je veux dire, ce qu'on veut, c'est savoir la taille, etc. Bon, peut-être des adhérences, mais il faut sortir du système balsacien que nous connaissons et aller vers un compte rendu opératoire systématisé qui vont fournir des datas de qualité et des datas qui seront souverains. Parce que actuellement, nous raisonnons sur le plan médical avec des études prospectives randomisées qui viennent de Californie, de plus en plus de Chine et de plus en plus également du Moyen-Orient, dont le plus dur est d'analyser la qualité du travail. Bon. Or, le cancer du sein en France n'est pas le même que le cancer du sein en Chine ou en Alabama. Hein. En Alabama, il y a plein de patients d'origine noire. C'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, les gènes ne sont pas les mêmes. Enfin bon. Et donc, il faut qu'on ait des datas souverains qui nous permettront de générer une intelligence artificielle qui sera elle-même de qualité. Alors, le problème, eh ben, c'est qu'en fait, la recherche clinique en France, la génération de data, elle est assurée par moins de 10% des praticiens. Ce sont ceux qui font de la recherche clinique, qui savent faire de la recherche clinique, qui génèrent des études cliniques, qui récupèrent les points SIGAPS, etc., etc. Ces gens-là, ils sont très minoritaires. Ils sont très minoritaires. Je peux vous dire, moi, dans ma spécialité, ça représente 9% des chirurgiens. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a environ 30% des chirurgiens qui exercent dans des établissements que je qualifierais de la dérive, c'est-à-dire en fait, ils ne sont pas très motivés, ils vont pas générer une médecine de qualité. Et puis, vous avez 60% des chirurgiens qui travaillent tous les jours, qui travaillent bien. C'est eux le cœur du système. Eh bien, ces gens-là, leur data va tous les jours à la poubelle. Et on se dit, c'est quand même dommage, parce que finalement, le résultat des courses, c'est qu'il n'y a pas d'accès aux innovations, pas de validation des nouveaux actes, pas de validation des nouveaux dispositifs médicaux. Alors les industriels se plaignent, les chirurgiens se plaignent, mais le constat, il est là. L'exemple parfait, c'est la prostatectomie robot. La prostatectomie robot, la première prostatectomie robot est faite par un Français en 2001. Bulletin de victoire, Clément Abou, Créteil, première prostatectomie par robot, première publication. Ouais, alors on commence à discuter, tout ça, etc.
Et puis tous les urologues veulent le robot, comme le yo-yo envoie du Japon dans le manège, là je veux le robot. Bon, très bien. Et notre pays a de plus en plus de robots. Et puis disent, ah ben oui, quand même, ça coûte cher. Ça coûte cher le robot. Alors tout le monde se débrouille, hein. On fait payer les établissements, on fait payer les chirurgiens, on fait payer les patients, on se débrouille. Bon. Et on se dit, bon, on va l'avoir, on l'a, c'est bien, c'est mieux, on pense que c'est mieux. On trouve que c'est mieux, objectivement, c'est mieux. Bon. Et en décembre 2016, on finit par arracher à l'HS une validation de la prostatectomie robot, qui accorde cette validation du bout des doigts, en précisant bien qu'il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport aux autres techniques. Mais sous la pression des patients, des chirurgiens, des établissements, etc., cet acte est validé. On est en 2017. En 2017, on obtient une traçabilité dans la MSI. En 2025, cet acte n'est toujours pas remboursé. Et donc, on se dit, on est quand même très fort. Et d'ailleurs, je pense que je ne sais pas qui est très fort. Je me finis par me demander si ce n'est pas l'État qui est très fort et qui s'est payé environ 200 robots gratos, gratuits, qu'il n'a pas remboursés. Et ce sont les établissements, ce sont les chirurgiens en partie, enfin c'est surtout les établissements, et accessoirement parfois les patients qui ont payé tout ça. Et donc, si on faisait, alors à l'époque, en 2016, la chaise, elle disposait de 2 études prospectives contrôlées, dont une française. Alors, et d'ailleurs, ce n'étaient pas des grosses études, hein, il y avait 50 dans chaque bras de mémoire. Et donc on s'est dit, oui, les médecins sont quand même un peu responsables du truc. Ils se sont précipités pour opérer les gens par robot, pour bien les opérer, pour bien apprendre, pour faire leur learning curve, etc. Mais à côté, ils ont laissé passer les évaluations permettant de faire valider ce type d'innovation. D'où l'intérêt des registres qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place que les études prospectives contrôlées en chirurgie. Et d'ailleurs, Gabriel Steg nous avait montré il y a 20 ans la valeur des données en vie réelle par rapport aux données d'études prospectives contrôlées. Et vous voyez d'ailleurs que lorsque vous faites un registre et que vous allez publier, eh bien, vous aurez autant de points SIGAPS que si vous faites une étude prospective contrôlée. En conclusion, notre responsabilité, c'est d'avoir une organisation territoriale gérée par les pairs, avec des processus éventuellement de labellisation par les pairs, une culture d'évaluation de ces pratiques et du benchmark. Lorsqu'a été introduite la culture de gestion des risques en France en 2006, nous avons découvert les pilotes d'avion, le diagramme de Rhizon, tous ces risques, etc. Il faut que nous entrions dans une culture de gestion des data pour que notre activité puisse être valorisée, en tout cas qu'on valorise les innovations et qu'on puisse les faire valider. Dans cette affaire, le rôle des sociétés savantes et des CNP est naturellement fondamental parce qu'il faut raisonner, même pas par spécialité, il faut raisonner par pathologie. Alors, il y a des pathologies plus rares que d'autres, c'est sûr, mais c'est en raisonnant comme ça, sur le diabète, sur la prothèse de hanche, sur la prothèse des joues, etc. Il faut une volonté politique, parce que payer des logiciels dédiés et que ceci soit bien utilisé, des incitations, que les datas aillent aux bons endroits, il y a une culture à inculquer. Et de toute façon, si les médecins ne le font pas, l'administration et les financiers le feront pour eux et ils le feront moins bien. Je vous remercie pour votre attention. Moi, j'ai une question. Vous deux. Question courte, réponse Pour, courte, c'est pour ça? vous deux. Courte, courte. Hein. C'est une question pour vous deux parce que je trouve l'articulation vraiment formidable, très intéressante. Et en même temps, la question que je voulais te poser, Frédéric, j'ai trouvé une partie de la réponse dans ce que tu as présenté, c'est-à-dire vraiment une pensée disruptive est aujourd'hui absolument nécessaire dans le système de santé. Parce que ce que tu as montré, c'est que à côté d'une espèce d'organisation de ce nuage de complexité, tu as trouvé une unité de base qui est beaucoup plus simple, qui a l'air fonctionnelle.
On retrouve cette idée de système plus simple d'organisation qui passe par le réseau des experts, des professionnels, qui sont vraiment les unités. Alors, il faut faire le mariage de ces deux systèmes, c'est-à-dire, tu appelais ça le service public territorial de santé, c'est l'unité de base. Comment faire fonctionner ça en métasystème organisé? C'est-à-dire, puisqu'il faut arriver finalement non pas à l'étatisation, mais à la métatisation du système. Parce qu'il faut bien que c'est peut-être un terme comme ça qui m'arrive comme ça, mais ça me semble, toutes ces unités qui seraient fonctionnelles, est-ce qu'elles vont résoudre, d'une part, le besoin d'analyse profonde, justifiée, scientifique, qui est actuellement accessible à condition d'une organisation, les registres, les datas, etc. C'est possible. Mais il faut que tout le monde intègre ça au niveau territorial. Si ce n'est pas fait au niveau territorial, ça ne marchera pas. Et on ne résoudra pas ni la disparité des résultats donnés en fonction de tu habites à tel endroit, tu n'as pas de chance, bah, tu tombes sur le mauvais chirurgien, etc. Il n'y a pas de système d'évaluation. Et donc, on est dans un système complètement schizophrénique où il y a un État qui a l'air de dire j'entends pas ce que disent les spécialistes, 25 ans, l'histoire du robot, hein, on n'entend rien. Et c'est un État sourd, complètement sourd. Il faut absolument lui ouvrir les oreilles. Et comment donc, moi je pense que c'est par ce nouveau système que tu préconises qu'il faudrait peut-être repenser la réorganisation à partir de la base et à partir de l'intégration des collègues. Deux mots. D'abord, je me réjouis que cette présentation vienne juste très bien parce que c'est exactement le pendant. Moi, pendant plusieurs années à l'Institut Santé, essayer de limiter le champ d'action de la réflexion à ce qui doit être du domaine du politique, du domaine de ceux qui nous gouvernent. Tout ce que je vous ai dit là sont des actions politiques. Pourquoi? Parce que je considérais que le reste était du domaine des acteurs, des professionnels de santé. Donc, ce n'est pas un institut de santé ou un autre, c'est aux acteurs proprement dit. Que ça soit l'évaluation individuelle. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité, voire une exigence aujourd'hui? C'est que notre société évolue et que tu as dit une chose que tu as répétée plusieurs fois qui est fondamentale, c'est que ce que vous ne ferez pas sera fait par quelqu'un d'autre si c'est nécessaire de le faire. Bon. Et donc l'évaluation individuelle des médecins qui n'était pas dans la culture française, puisqu'on est médecin, une fois qu'on a un diplôme, on l'est à vie et voilà, sans challenge. Ça, c'est compliqué à faire vivre au XXIe siècle. Parce que la société exige, et on voit bien une société de la suspicion, aussi bien des politiques, si jamais vous ne remplissez pas exactement les cahiers des charges, etc. Et puis surtout de l'opinion publique. Donc je pense que le médecin doit s'évaluer, et c'est l'évaluation par les pairs qui doivent se faire. Il y a eu notre ami Olivier Buissonnière qui s'est beaucoup travaillé sur ces CNP et tout ça. On a tout ce qu'il faut, mais il faut le structurer, et je pense que c'est au médecin de le faire. J'ai amené quelques éléments du résumé de ce que je vous ai dit, mais tout est sur l'Institut Santé. Mais vous verrez que ce que je suggère dans la mise en place, que souvent on me dit, mais OK, mais comment on met en place votre truc là? Donc je suggère 3 temps. Il y a un temps que j'appelle les états généraux de la santé. C'est-à-dire qu'il faut que chaque profession, exactement ce que vient de faire Hubert, réfléchisse à l'impact pour sa profession et pour sa propre communauté de cette nouvelle organisation-là. Mais ça, c'est pas à l'État de le faire. Il faut surtout pas que l'État s'en mêle. Parce qu'en effet, mais si ça n'est pas fait, ça sera fait et ça sera fait pas de la façon avec laquelle vous le souhaitez. Donc, l'évaluation individuelle. L'évaluation des pratiques. Moi, je pense qu'il y a je suis très méfiant quand vous avez un ministre qui commence à nommer un ou deux experts et puis tout à coup, ce que disent ces deux experts deviennent vérité. Parce que vous êtes dans un domaine où, enfin, on sait que la médecine est davantage un art qu'une science et que s'il y avait qu'une seule vérité, ça se fait. Donc, peut-être remettre au goût du jour les conférences de consensus dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas, mais il faut que le système de la médecine s'organise pour arriver à ce que tu montrais très bien avec ces 8-là, quel est le souhait, il n'y a pas de solution parfaite, mais quelle est la meilleure ou la moins mauvaise des solutions pour gérer ce faible nombre de cas dans un certain nombre de lieux géographiques. Ça, c'est ni à Bizarre, ni aux politiques de le régler, c'est à vous. Il faut le régler collectivement, donc il faut trouver le process
collectif pour le faire. Je rappelle juste, moi je suis dans l'enseignement supérieur, moi je suis évalué continuellement. Il n'y a pas un seul cours que je donne qui n'est pas évalué et dont l'évaluation a des conséquences tout à fait réelles. Quand on est performant, on n'a pas de souci à se faire, mais permanence. C'est-à-dire qu'on demande aux étudiants de s'exprimer avec un truc parfaitement fait. Et donc, pour finir, ce que tu disais sur les évaluations, c'est sûr que tant qu'on considérera, pour bien connaître la façon avec laquelle c'est fait, le point qui est tout à fait, qui est un hebdomadaire très estimable, enfin, c'est sûr que si on laisse au point la responsabilité de classer les établissements de santé, on ne s'est pas donné une grande considération, une grande valorisation à ce qui est essentiel pour les gens, c'est de savoir là où, en fonction d'un certain nombre de critères, il y a des performances meilleures qu'ailleurs.